Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver sur la 98.7, plus précisément à Océan FM, dans votre émission Océan Politique. Une émission qui reçoit chaque semaine un invité de taille pour parler de l'actualité politique au Sénégal et surtout dans un domaine spécifique. Nous saluons au passage nos fidèles auditeurs qui ne ratent jamais l'émission. À la présentation, Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Madani Ardo Sadio Sy, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, affilié à la Confédération des syndicats autonomes, la CSA, et contrôleur général de l'exploitation technique, CEGEX, Sonages. Bonjour, M. Sy. Bonjour, M. Diouf. Vous pouvez saluer nos chers auditeurs. Voilà, merci tout d'abord de cette opportunité que vous m'avez offerte pour venir dans les locaux de Océan FM pour parler de l'actualité dans notre secteur. Mais aussi saluer au passage vos fidèles auditeurs et auditrices de la radio Océan FM. Et je souhaite que cet entretien puisse se dérouler dans les règles de l'art et que je puisse apporter en tout cas tous les éléments de réponse par rapport à notre secteur. Merci. Vous n'avez pas à ajouter quelque chose sur le profil que je viens de présenter? Bon, je suis encore en même temps aussi président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des travailleurs du nettoiement. Okay. Et aussi représentant de l'Afrique de l'Ouest, de l'ISP, c'est-à-dire International des services publics, dans le cadre d'une organisation internationale qui fait plus de 5 millions de membres. Donc notre organisation est affiliée là-bas et je suis le représentant africain au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est important à savoir. Merci. Alors, ma toute première question portera sur votre profil. Alors, on a bien mentionné que vous êtes syndicaliste. C'est quoi le syndicalisme? Bon, le syndicalisme, il est vaste. Comme le dit l'adage, le rôle premier d'un syndicaliste, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et si c'est bien fait, c'est une, en tout cas, opération divine qui nous permet d'être au devant de la scène, défendre les travailleurs, puisque c'est pas facile, surtout dans notre secteur, quand on est dans un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Et malheureusement, à l'orée du 3e millénaire, il y a ce qu'on appelle l'émiettement du mouvement syndical, qui fait que aujourd'hui beaucoup de travailleurs ne croient plus aux syndicats, disant que les syndicats sont là que pour régler leurs propres problèmes au détriment de la base. Les travailleurs aujourd'hui ne savent plus à quelle autorité se fier. Depuis la signature du pacte de stabilité et d'émergence avec les centrales syndicales, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de problèmes, puisque les travailleurs ils disent que c'est ce pacte-là qui est à l'origine de tous les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Et le renforcement du dialogue social au sein de l'entreprise nous permet en tout cas de régler petit à petit les dysfonctionnements qui existent. Si je prends toujours notre secteur, nous sommes presque 7 syndicats pour 17 125 agents sur toute l'étendue du Sénégal. Est-ce que c'est suffisant? Pour eux, c'est trop. Pour eux, c'est trop, puisque aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle la synergie des syndicats de la Sonages qui regroupe ces 7 syndicats pour qu'on ait une plateforme commune. Au début, c'était presque 7 plateformes revendicatives qui étaient déposées et il n'y avait pas, en tout cas, les résultats au finish. Et les travailleurs nous ont demandé solennellement, si vous voulez régler définitivement des problèmes que rencontrent les travailleurs, il faut l'union des cœurs, il faut une solidarité ouvrière agissante pour nous permettre, en tout cas, de faire face à l'actualité. Et cette année-ci, heureusement que nous avons déposé une plateforme commune de 18 points. Malheureusement, il y a ce flou institutionnel dans notre secteur, puisqu'en moins de 3 mois, il y a eu presque 2 fois
changement de direction, changement de DG. Depuis le départ de Maskiam, que je salue au passage, pour convenance personnelle, au mois de février, il a eu à rendre le tablier. En rendant le tablier, l'État du Sénégal, bon, il y avait les élections qui se profilaient. Donc il y a eu Abouba qui a assuré l'intérim. 3 mois après, c'est M. Khalifa Ababakar Sarr, qui est l'actuel DG de la SONAGED, actuellement, qui est là. Donc il n'a pas encore fait 1 mois. Donc compte tenu des difficultés, vous savez que c'est très difficile d'être syndicaliste par rapport à ce contexte-là. Mais si le syndicalisme est bien fait, comme le dit un adage Wolof, mais Yamouya le Genou Kourei. Donc nous pensons que nous, à notre niveau, surtout de par l'expérience et l'expertise que nous avons, puisque déjà moi j'ai assez duré à la tête du syndicat du nettoiement, et d'ailleurs pour votre information, le 27 juillet, nous allons en assemblée générale de renouvellement du bureau du syndicat, puisque nous sommes en démocratie interne pour préparer le futur congrès de la CSA. Alors, je reviendrai sur Maskiam. Alors, est-ce que les syndicalistes ont toujours eu gain de cause dans leur lutte? Car on sait que les salariés en général dans notre pays sont toujours confrontés à beaucoup de difficultés, faible salaire, charges médicales, cotisation à l'IPRES, emploi précaire, pas de bulletin de salaire et tant d'autres. Mais les difficultés ne manquent pas, puisque je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, que beaucoup de travailleurs aujourd'hui ne croient plus aux syndicats. Ils disent que les syndicalistes ont failli à leur mission. Eux, ils préfèrent maintenant faire appel à des activistes. Souvent c'est le cas. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui sont dans des syndicats, ils préfèrent aller vers des activistes. Ils disent que Est-ce que c'est parce que les syndicalistes ne jouent pas leur rôle? Ou bien au finish, on voit que les syndicalistes sont là en train de défendre les travailleurs et au finish, on les voit dans des postes maintenant de conseillers ministériels et autres. Est-ce que c'est pas dû à ça également, cette situation-là? Peut-être c'est dû à ça, parce que les responsabilités aussi sont partagées, puisqu'il y a des syndicats qui sont là. Parce qu'on peut prendre des exemples. Hein? On a vu des syndicalistes alors qui... Les exemples sont multiples. Voilà. J'ai dit que les responsabilités sont partagées. Il y a des syndicats. Par exemple, nous, dans le cadre même de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes, aujourd'hui, il y a une démocratie interne. Le respect des mandats. Malheureusement, vous voyez des syndicats qui sont là depuis plus de 30 ans, depuis plus de 50 ans. Moi, c'est presque mon cas. Puisque aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette formation syndicale pour faire face aux obligations des travailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça est dû au fait que dans le cadre du renforcement du dialogue social, il y a ce pacte de stabilité qui a fait qu'aujourd'hui, les syndicats aujourd'hui sont mis dans leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que déjà, si nous prenons, déjà vous l'avez tantôt dit, si nous prenons la Caisse de sécurité sociale, si nous prenons l'IPRES et les autres institutions, les syndicats sont représentés là-bas. Donc nous voyons des secrétaires généraux qui sont là-bas, qui sont dans ces institutions-là, ou bien même des députés, des syndicalistes qui sont des députés. Et là aussi, cela ne permet pas d'avoir une visibilité par rapport aux réalités quotidiennes que vivent les travailleurs, puisque les travailleurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Moi, si je prends notre exemple, nous sommes dans un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Nous sommes 17 100 et quelques agents constitués d'agents permanents qui ont des contrats à durée indéterminée. Il y a ce qu'on appelle des journaliers, des VP, les volontaires de la propreté, et le programme Khayindawi. Et tout le monde sait que le programme Khayindawi, c'est un programme politique. Puisque sur les 64 000 emplois, l'ancien président de la République, M. Macky Sall, avait octroyé à l'ancienne UCG 12 000 agents. Mais ces 12 000 agents répartis sur toute l'étendue du Sénégal, ils ont des contrats précaires, des contrats presque révocables à tout moment. Tout récemment, il y a eu un renouvellement de 3 ans. Le président a renouvelé 3 ans. Mais comment le contrat est libellé, pour nous, les contrats sont très mal libellés. Et nous demandons aujourd'hui le président de la République, l'actuel président de la République, M. Diomaye, pour qu'il revoie le contrat, le programme Khayindawi. Puisque sans cela, ce sera toujours un éternel recommencement. Donc il est de notre devoir, nous, en tant que syndicat,
de tout faire pour se battre. Puisque, comme disait l'ancien ministre Feu Dansokho, devant une situation de frustration, se taire, c'est d'être complice. Ahmed Dansokho. Lorsque l'essentiel est menacé, s'opposer et se battre devient une nécessité. Donc il est important que les syndicats se battent, qu'ils soient aux côtés des travailleurs et non pas aux côtés de l'employeur. Tout à fait. Alors, vous êtes syndicaliste dans le secteur du nettoiement et ce sont les techniciens de surface qui sont couverts par votre syndicat, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est quoi d'abord un technicien de surface? Le technicien de surface, c'est la nouvelle appellation dans le cadre même de la mise sur pied de notre convention collective. Puisque tout le monde le sait, c'est un terme qu'on utilise, le terme éboueur. Pour nous, le terme éboueur est un terme surchargé négativement. Et dans le cadre même des réformes qui sont apportées dans notre secteur, il fallait mettre en place une convention collective pour non seulement régler le statut des travailleurs, régler aussi le plan de carrière, puisque c'est un métier comme tout autre métier. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la valorisation de la fonction, il fallait aujourd'hui mettre en place ce dispositif-là. Et c'est ce comité paritaire qui nous a permis, en tout cas, d'apporter des éléments de réponse, surtout par rapport à la nouvelle appellation technicien de surface. Donc, aujourd'hui, tout le monde est fier d'arborer sa tenue et de montrer qu'il n'y a pas de sous-métier. Parce que autant les Sénégalais n'aimaient pas ce métier-là. Non, mais est-ce que c'était les conditions qui n'étaient pas favorables ou bien c'était par complexe? Mais ce complexe, moi je donne toujours mon exemple. Quand on démarrait le projet au niveau de la SICAP Liberté 4, déjà moi, ça fait presque plus de 32 ans que je suis dans ce secteur-là. Et quand on démarrait avec l'ancienne communauté urbaine de Dakar, avec Feu Mamadou Diop, avec l'avènement du CERCETAL, il fallait rivaliser d'ardeur. Et c'est de là qu'est venue l'idée de prendre en charge notre micro-environnement. Avec le mouvement Navetan, il fallait élaguer les arbres, il fallait peindre les trottoirs, il fallait construire des monuments partout. Donc, le mouvement associatif était tellement au devant de la scène, voilà, ils étaient présents partout. Et avec la défaillance de l'ancienne société qui se chargeait du nettoiement, c'est-à-dire l'ASIAS, la Société industrielle d'aménagement du Sénégal, elle avait fait faillite. Donc l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, avait fait appel à une grande association qui s'appelait la CAMCUT, la coordination des associations et mouvements de la communauté urbaine de Dakar. C'est de là maintenant que les associations se sont impliquées dans le cadre de la sensibilisation dans un premier temps. Il fallait faire de la sensibilisation pour expliquer que le camion ne vient plus chaque jour, mais le camion maintenant vient 3 fois dans la semaine. Dakar était divisé en 2 parties, de Dakar Plateau jusqu'à Gueule-Tapée. Ils ramassaient les ordures les lundis, mercredis et vendredis. De Gueule-Tapée jusqu'à la zone rurale, c'est les mercredis, jeudi et vendredi. Maintenant, après avoir terminé la sensibilisation, il fallait aller en contact direct avec les ordures. Puisque nous n'étions pas préparés. Moi, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serais un technicien de surface. D'ailleurs, c'est ma question la question qui va suivre. Est-ce que les techniciens de surface au Sénégal sont formés ou bien ils ont été pris sur le tas? Actuellement, il y a une formation avec l'ancienne UCG et la SONAGED. Déjà, il y a une direction de la formation qui fait tout dans le cadre du renforcement des capacités de nos agents. Mais au début, mais c'était l'informel pur et dur. Nous n'étions pas préparés, nous n'étions pas formés. Il n'y avait rien parce que quelqu'un qui était là, il n'y avait pas le respect du code du travail, il n'y avait pas de prise en charge médicale, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas d'équipement de protection individuelle. Donc, on venait, ne serait-ce qu'au moins pour avoir quelque chose. Mais il a fallu au fil du temps, qu'il y ait un changement de paradigme. C'est ce changement de paradigme qui nous a permis, en tout cas, de mettre en place ce dispositif-là à Dakar et au niveau des régions. C'était pas facile. Entre-temps, il y a eu des changements à n'en plus finir. Presque en moins de 20 ans, il y a eu presque plus de 15 fois changement d'employeur, éternel recommencement, flou juridique. Donc, un secteur en lambeaux. Donc nous, en tant que parce que nous sommes les précurseurs de ce phénomène social, parce que personne n'avait imaginé qu'il y aurait des boy-towns, des hommes et des femmes qui oseraient travailler dans les ordures. Et on a relevé ce défi-là. Tout à fait. Au début, nous étions du moins encagoulés. Nous ne voudrions pas que les gens nous reconnaissent. C'est après maintenant, bon, il a fallu déjà, ma maman, quand je lui ai dit que maman, ce travail-là,
c'est les ordures. Elle m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, moi, je ne veux pas travailler en tant que boitant. Il me dit, si vous voulez me faire plaisir, travaillez pour votre réputation, puisque c'est votre réputation qui fera de vous demain quelqu'un. Et c'est de là maintenant qu'est venue l'idée, en tout cas, d'avoir un engagement citoyen, un engagement volontaire. C'est notre modeste contribution à l'édifice national. Et aujourd'hui, regardez cet engouement populaire autour de ce secteur-là. C'est parce qu'il y a eu des réformes, il y a eu des mutations. Tout à fait. Beaucoup de choses ont évolué, ont changé. Et les populations ont constaté mais ils adhèrent, même les populations adhèrent maintenant au travail de la SONAGED. Regardez, aujourd'hui, nous avons des cotisations à l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale. Les salaires sont bancarisés pour les travailleurs permanents. Nous avons une mutuelle de santé pour la prise en charge médicale efficace et efficiente des agents de la propriété. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un plan de carrière. Mais pour une partie des agents. Mais pour les 12 000 agents actuellement qui restent, vous savez, quand il y a eu les émeutes de mars 2022, 2021, voilà, donc le président de la République a mis en place le programme Xëy Ndaw Yi. Mais pour nous, c'est dans la précipitation qu'ils ont mis ça. Et aujourd'hui, dans tous les programmes qui ont été mis en place, c'est seule la SONAGED qui respecte le travail des Xëy Ndaw Yi. D'autres, ils vous disent que c'est des secteurs qui sont restés 4 à 5 mois sans être payés. Et là, ça n'honore pas cette politique du président de la République. Tout à fait. Comme les hommes partent, les institutions demeurent. Il y a la continuité du service. Nous, ce qu'on exige du président Diomaye, c'est qu'il fasse tout pour que les dysfonctionnements qui existent dans notre secteur puissent être régularisés le plus rapidement possible. Puisque c'est une bombe à retardement. Et c'est un secteur d'emploi, la SONAGED. Mais c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, la SONAGED est devenue une fierté nationale. Tout à fait. Tout le monde aujourd'hui veut travailler dans la SONAGED. C'est parce que nous avons mis en place un schéma d'organisation qui a permis aux populations sénégalaises, et surtout par rapport aux réformes qui ont été apportées dans le secteur. Regardez par exemple, dans le cas du mobilier urbain, au début, il n'y avait pas de bac à ordures. Aujourd'hui, à Dakar et dans les régions, vous voyez les bacs partout. Tout à fait. Vous voyez ce qu'on appelle les points de regroupement normalisés, les PRN, les enclos là, construits pour que les populations qui ne voient pas le véhicule puissent déverser, viennent déverser et puis ils ne payent rien. Il y a ce qu'on appelle les points propreté. Sans compter aussi les centres intégrés de valorisation des déchets. Donc il y a une organisation extraordinaire. Absolument. Tout à fait, qui fait progresser ce secteur-là. Absolument. Alors, absolument. Les Sénégalais croient que les techniciens de surface sont seulement ceux qui nettoient les rues. Alors, il y a ceux qui nettoient les locaux et autres que des logements individuels. Il peut s'agir des locaux scolaires, d'hôpitaux, de bâtiments publics ou encore des secteurs tertiaires et industriels. Vous en dites quoi? Je l'ai dit, c'est un secteur transversal, c'est un secteur qui est vaste. Nous avons des privés qui viennent en appui. Bien, ce sont les privés qui viennent en appui à la SONAGED. Voilà. Donc, nous, le travail que nous faisons déjà, dans le cadre de l'organisation qu'il y a, déjà, ce n'est pas seulement les techniciens, les agences de terrain. Nous avons une administration qui est là, qui fonctionne. Nous avons une direction générale, nous avons des bureaux décentralisés, nous avons des délégations régionales et départementales. Mais par contre, là où ça bloque, c'est au niveau des privés. Okay. C'est au niveau des privés, vous voyez des agents, par exemple, si je prends par exemple, en dehors des privés, il y a le FERA. Ils ont eu, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des problèmes à n'en plus finir. Cette instabilité fait que les gens pensent que cet esprit de misérabilisme qui est dans notre secteur est général. Or que tel n'est pas le cas. Okay. Tel n'est pas le cas. Donc par rapport à la SONAGED, on est en train progressivement de régulariser le statut des travailleurs. Tout récemment, il y a eu 964 journaliers qui sont passés en CDI. Okay. 964 journaliers. En contrat à durée indéterminée. Malgré que il y a les autres 12 000 qui restent, leur contrat a été prolongé de 3 ans. Mais par rapport au respect de la législation du travail, il y a un temps donné, si vous le faites, mais vous passez directement en CDI. Tout à fait. Aujourd'hui, le combat que nous menons par rapport à la SONAGED, c'est la régularisation de tous ces agents-là par rapport à leur plan de carrière.
Maintenant, par rapport à ces privés, c'est là où ça bloque. Alors, les gens ne respectent pas les travailleurs. Il y a un système esclavagiste qui ne dit pas son nom. Les travailleurs sont exploités. Tout à fait. Les travailleurs sont exploités. D'ailleurs, nous en avons les preuves parce que nous avons fait une enquête sur ça. Mais ils disent qu'ils sont mal payés et qu'ils travaillent à longueur de journée. Mais moi, j'interpelle le ministère du Travail, l'inspection du travail. Et pourtant, tout le monde dit que c'est les agents du nettoiement. Voilà, ils pensent, quand on dit agent du nettoiement, ils pensent dans le même sac. Dans le même sac. Parce qu'ils pensent que c'est la SONAGED. Or, qu'il y a une disparité par rapport au statut de ces gens-là. Je dis encore une fois de plus qu'il faut réglementer le privé. Il y a d'autres qui font de la location de main-d'œuvre. Ils utilisent aujourd'hui des sociétés d'intérim. Ces sociétés d'intérim, or que l'intérim ne doit pas dépasser 2 ans. On voit des agents aujourd'hui qui sont payés en dessous du SMIC. Tout récemment, il y a eu une grève au niveau des sphères de Diamniadio, des agents qui sont là-bas, qui ont des difficultés, qui sont restés des mois sans être payés. Ils ne sont pas déclarés à l'IPRES ni à la Caisse de sécurité sociale. Ils n'ont pas de bulletin de salaire. Ils sont exploités. Donc je pense que moi, le message que je puisse délivrer aux autorités, c'est que le ministère du Travail et l'inspection fassent des descentes là-bas au niveau de ces activités privées pour au moins qu'ils soient en conformité par rapport à la législation du travail. Alors, les agents d'entretien travaillent généralement le matin, la journée et parfois la nuit. Pourquoi ces différentes heures? Voilà, puisque déjà, si vous prenez dans les autres pays, par exemple les pays européens, la collecte presque elle se fait la nuit. Mais ici, on voit que les gens travaillent... Mais ici, vous savez, nous avons souvent des difficultés même dans l'exercice de notre fonction pour assurer pleinement nos activités de collecte et de balayage. Par exemple, la journée, vous prenez une ville comme Dakar. Et le matin, Dakar, mais tout le monde, c'est des millions de personnes qui circulent là-bas. Tout à fait. Sans compter une circulation intense qui fait que l'activité ne peut pas nous permettre, en tout cas, de mener à bien nos activités. Malgré que c'est des différentes activités qui sont menées le matin, l'après-midi et la nuit. Et Dakar, il y a, par exemple, une partie de Dakar Plateau, par exemple, que les gens travaillent la nuit là-bas. Par exemple, si vous allez, par exemple, au rond-point Sandaga, la nuit, vous voyez nos équipes, elles sont éparpillées partout, puisqu'il y a une activité commerciale le jour, puisque l'activité commerciale ne peut pas nous permettre de faire correctement le travail. Par contre, si je prends l'exemple au niveau de la Médina, au niveau des SICAP et au niveau de la banlieue, il y a une collecte porte à porte. Malheureusement, il y a souvent des dysfonctionnements qui font que certaines populations, par exemple, n'ont pas cette culture environnementale pour non seulement respecter les horaires, les heures de passage des véhicules, mais elles jettent les ordures à tort et à travers. Nous avons un problème de comportement au Sénégal. On reviendra sur ça, parce que ce qu'on a constaté, l'UCG par exemple, qui s'appelait Unité de coordination de la gestion des déchets solides, alors le slogan était Ensemble pour un Sénégal zéro déchet, n'est-ce pas? Alors malgré le beau travail abattu par ces agents, alors le problème récurrent des déchets au Sénégal, en particulier, hante la vie des populations jusqu'à présent. Et pourtant, l'ICG avait abattu un excellent travail, mais jusqu'à présent, on constate que le problème des déchets reste. Le Sénégal, la capitale surtout, est toujours sale. C'est un casse-tête. Et puis... Donc, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a une partie qui a été mal sensibilisée, la population, ou bien les gens ne font pas correctement leur travail? Vous en dites quoi? Vous savez, M. Diouf, pour dire la vérité, c'est une absence de volonté politique affichée. C'est une absence de volonté politique. Tantôt, à l'entente de mon propos, j'ai dit que c'est un éternel recommencement. Puisque nous, on a l'impression
que souvent nous avons affaire à des businessmen, à des courtiers ou bien à des prédateurs, des gens qui ne sont mus que pour l'argent du contribuable sénégalais. Mais la propreté de la capitale et de nos quartiers ne les intéresse pas. Et c'est ce qui y travaille. Mais le capital humain, c'est le maillon le plus essentiel du dispositif. Aujourd'hui, malheureusement, le capital humain est relégué au second plan. C'est bien de dire Sénégal zéro déchet. Et tout le monde a vu, avec le dernier régime, le président de la République avait fait du Sénégal zéro déchet, mais son programme essentiel, Sénégal zéro déchet, Sénégal zéro bidonville. Le Clean Day. Donc, devant une vingtaine de chefs d'État, le président avait décliné sa feuille de route pour un Sénégal zéro déchet. Tout à fait. Nous avions dit en son temps, c'est bien, mais le Sénégal zéro déchet ne pourra se faire avec des slogans. Le Sénégal zéro déchet ne pourra se faire tant que les travailleurs ne sont pas mis dans des conditions de performance exceptionnelles. Puisque combien de milliards ont été engloutis dans ce secteur-là? Pourquoi la ville est toujours sale? Pourquoi il y a un problème de comportement? Pourquoi ce dérèglement? Pourquoi à chaque fois qu'on veut atteindre nos objectifs, c'est des changements à n'en plus finir? C'est parce qu'il y a une politisation du secteur. Et cette politisation du secteur est en train de gangréner, en tout cas, le processus d'une meilleure prise en charge des préoccupations non seulement des populations, mais aussi des travailleurs. Puisqu'on ne peut pas concevoir. À chaque fois, c'est des grèves répétitives par-ci et par-là. Tout récemment, vous avez vu, à chaque fois, maintenant, ce sont les concessionnaires, à chaque fois, qui prennent les devants, puisque l'État doit des dizaines de milliards. Mais où est passé cet argent-là? Et au moment où les populations, aujourd'hui, vous regardez les populations, elles donnent un satisfecit par rapport aux agents, de par les efforts qu'ils font chaque jour que Dieu fait. Mais malheureusement, ils ne sont pas payés à la hauteur des sacrifices. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous, en tant que syndicat, en tant que représentants des travailleurs, d'exiger à l'État au moins qu'il y ait les états généraux du nettoiement. Où il y aura l'État central, il y aura les collectivités territoriales, les concessionnaires, les travailleurs, les populations, pour qu'on ait un schéma directeur. Et l'année dernière, vous avez vu avec l'ancien DG Maskia, il avait déroulé le plan Exina. Et pourtant, ce DG-là, tout le monde a salué vraiment sa méthode de travail. Il avait commencé à faire un excellent travail. Mais Mas, quand il est venu, la première des choses qu'il a eu à faire, lui, il était dans un autre domaine. Il ne connaissait même pas le secteur. Mais pourquoi il a réussi? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi Mas a réussi? C'est parce que c'est un leader manager. Puisqu'il y a un adage qui dit que tout ce qui est fait pour toi sans toi est fait contre toi. Mais quand il est venu, il a dit, moi je ne connais pas le secteur. C'est vous qui êtes là depuis des années. Donc, il faut que je m'appuie sur vous pour qu'on puisse ensemble trouver des voies et moyens qui vont nous permettre en tout cas d'apporter des éléments de réponse par rapport aux difficultés que rencontrent les populations. Tout à fait. C'est de là que quand Mas est venu, avec le comité de direction, et aussi il a fait appel aux personnes ressources, il a fait appel aux travailleurs, il a fait appel à moi, il a fait appel aux autres syndicats. Nous avons travaillé, nous avons mis en place un dispositif qui nous a permis en tout cas d'avoir ces résultats-là. Mais malheureusement, 4 ans après, pourquoi Mas a démissionné? Lui seul le sait. Mas, bon, il a dit qu'il a atteint ses objectifs. Mais par contre aussi, nous savons qu'il y a une pression politique. Tout à fait. Il y a une pression politique qui fait que lui, en tant que technocrate, il vient avec ses idées, il vient avec son programme, il vient avec son schéma. Souvent, c'est des dérèglements à n'en plus finir. Malheureusement, ici au Sénégal, quand vous avez des postes de responsabilité... Il a réorganisé ce secteur. Non, il l'a réhabilité, il l'a réorganisé, il a réformé. Tout à fait. Il a réformé et d'ailleurs, il a eu le mérite. Il a eu le mérite, en tout cas, de valoriser cette fonction-là. Puisque lui, en tant que leader manager, il était constamment sur le terrain. Tout à fait. Lui, il n'était pas, c'est pas les directeurs là qui sont dans le bureau là, bien en train de donner des ordres. Un leader et un chef, mais c'est diamétralement opposé. Lui, il n'était pas un chef, mais c'était un véritable leader manager. Donc nous avons travaillé ensemble. Et aujourd'hui, les travailleurs ne comprennent pas pourquoi Mas a jeté l'éponge. Bon, il a dit pour convenance personnelle. Bon. Mais le fond du problème n'est pas ça. Mais d'aucuns disent que bon, c'est des pressions politiques. Puisque aussi, Mas, à un certain moment, mais il gênait. Il gênait, tout le monde parlait de Mas.
Même notre ministère de tutelle, mais les gens ne connaissaient pas les autorités politiques, on ne connaissait que masse, on ne parlait que de masse. À un certain moment donné, il devient un élément, un facteur bloquant. Bloquant, tout à fait. Donc, peut-être qu'il n'est pas un véritable politicien. Les gens, souvent, ils viennent, mais ce qu'ils ont fait, le fait de charcuter le secteur à gauche et à droite, mais c'est à notre défaveur. Lui, il n'a pas voulu que le secteur puisse être charcuté pour que le secteur puisse être orienté politiquement. Peut-être que lui, à son niveau, il en est arrivé à un moment, il fallait jeter l'éponge. Mais il l'a fait dans une situation vraiment qui a un peu perturbé les travaux. Ça nous a pris de court. Parce que nous n'avions jamais imaginé que Mass allait partir. Parce que Mass avait l'objectif de faire du Sénégal comme le Rwanda. Et il était sur les. Mais moi, ça me fait mal. Il était sur la bonne voie. Moi, ça me fait mal à chaque fois qu'on prenne exemple sur le Rwanda. Ces gens-là, ils étaient venus ici au Sénégal sans s'inquiéter du modèle Sénégal. Puisque les populations adhèrent à la politique même de leurs États. Mais ici, ce qu'on constate. Mais ils ont réussi. Hein. On a entendu. Mais c'est parce qu'ils ont. Le président Macky Sall incite aux Sénégalais de travailler pour devenir comme. Mais les gens ne doivent pas attendre que le président de la République demande solennellement aux populations de changer les comportements, de nettoyer. Non. Les ordures, qui produisent les ordures? Ce sont les populations qui produisent les ordures. Donc c'est elles-mêmes qui devaient prendre en charge les préoccupations, non seulement d'avoir un cadre de vie sain et attrayant, mais aussi de nous permettre en tout cas de ne pas cohabiter avec la saleté. Mais quand le premier magistrat du pays va jusqu'à demander solennellement pour qu'on change les comportements, c'est parce qu'il y a problème. Tout à fait. Il y a problème. Donc aujourd'hui, ils disent que les Sénégalais ne font que du bavardage, ils ne font que parler, ils ne font que faire des séminaires. Hein? Ils font des propositions, ils les mettent dans les tiroirs. Or que dans les pays limites, les autres pays riverains là, ils prennent le modèle Sénégal, ils les appliquent chez eux. Le Bossoup Setal que vous voyez que les gens organisaient. Pourquoi le Bossoup Setal n'a pas marché avec l'ancien régime? Pourquoi? Il y avait trop de folklore. Il y avait trop de folklore. Il y avait trop de folklore. Les moyens qui étaient destinés au travail étaient détournés à des fins politiques. Et moi j'ai crié partout que nous ne sommes pas contents de cette façon de faire. Et d'ailleurs, si les nouvelles autorités aussi sont averties, je pense qu'ils ne doivent pas aussi faire les mêmes erreurs que l'ancien régime. Vous avez vu, la première fois que le président a lancé les journées de propreté, ça a été un fiasco total. C'était à Thiaroye. Mais les populations n'ont pas répondu. Deuxième fois aussi. C'était un manque de sensibilisation ou bien... Nous étions là-bas. Il n'y avait que les acteurs presque qui étaient présents. Il n'y avait que les acteurs qui étaient présents, sans compter les forces de l'ordre qui étaient venues nous appuyer. Mais pour cette fois-ci aussi, nous avons vu qu'il fallait continuer la sensibilisation pour que les populations sachent que ce que le président fait, ce n'est pas pour lui. Ce sont les Sénégalais qui doivent s'approprier aujourd'hui de cette situation pour que les Bossoup Setal, pour que les journées de propreté, qu'on en fasse des journées vraiment qui nous permettent en tout cas d'accompagner la SONAGED. Tout à fait. Mais malheureusement, il y a un déréglage qui fait que souvent les collectivités territoriales, et tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Certaines collectivités aujourd'hui n'ont même pas les moyens pour faire face du moins à l'état d'insalubrité de leur commune. Et c'est la SONAGED qui vient en appoint pour faire ce travail-là. Regardez les sites de forte production, les marchés, regardez souvent les quartiers à forte densité de population. Souvent c'est des problèmes. Les communes, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent pour récupérer que les taxes chez les commerçants, chez les marchands tabliers, chez les vendeurs de moutons, soi-disant qu'à la fin de leur business, ils vont nettoyer. D'ailleurs, la gestion de ramassage des ordures était confiée aux communes, mais c'était un véritable échec. Non, mais les communes, tout le monde, il y a des communes qui disent oui, il faut nous donner, mais une commune qui ne peut pas faire du désensablement, qui ne peut pas faire du balayage, comment cette commune-là peut faire de la collecte porte à porte? Non seulement pour faire une meilleure gestion, il faut des moyens humains, il faut des moyens matériels, il faut des moyens financiers. Tout à fait. Puisque c'est devenu un enjeu politique.
Un enjeu financier, mais surtout un enjeu social. Peut-être eux, ils voient le côté secteur d'emploi parce que c'est le seul moyen de recruter des emplois. Mais est-ce que recruter des emplois, ça veut dire que éradiquer complètement le fléau, moi, je pense que le phénomène des déchets, même si le secteur, même s'il est un secteur pourvoyeur d'emploi, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser, surtout par rapport à la gestion du capital humain. Le capital humain, je l'ai dit, tant que le capital humain n'est pas satisfait, tout ce qu'on fera, c'est du tafi-yungle. Et les gens, ils le savent. L'autre jour, j'ai fait un post pour dire que nous n'accepterons aucune forme de politisation du secteur du nettoiement. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens, oui, ils disent que oui, comme maintenant ils sont au pouvoir, ils vont caser des militants frustrés, ils vont aujourd'hui, ils essaient des quotas par-ci et par-là. Or qu'il y a des gens qui sont là, qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, qui se sont sacrifiés pour que le Sénégal en arrive là. Mais malheureusement, c'est des laissés pour compte. C'est des laissés pour compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour que qu'il y ait un schéma d'organisation fiable et cohérent, il ne faut pas que les gens mettent les charrues avant les bœufs. Il faut aujourd'hui une réelle organisation, que je l'ai dit tantôt, que les états généraux qu'on puisse aujourd'hui avoir un schéma directeur qui puisse nous permettre en tout cas de régler définitivement tous les dysfonctionnements qui existent actuellement. Okay. Alors parlons un peu de la SONAGED qui a pris le relais de l'ICG. Est-ce que le défi de la propreté, de la valorisation et de l'élimination vertueuse des déchets au Sénégal peut être atteint? Mais effectivement, d'ailleurs, Mas l'a démarré, ça fait 2 ans de cela. Mas l'a démarré et nous avons vu les résultats. Nous avons vu en tout cas le changement radical de nos villes, surtout à Dakar. On était sur la bonne voie. Mais depuis ça fait presque 1 an, nous avons senti un relâchement. C'est dû à quoi? Ce relâchement, c'est parce qu'il y a un flou institutionnel. Non seulement il y avait une instabilité avec les élections, il y a eu les émeutes qu'il y a eu, des sabotages à n'en plus finir. Nous avions atteint notre vitesse de croisière. Mais les gens sont passés, les casseurs sont passés, ils ont tout cassé. Ils ont cassé notre mobilier urbain, les bacs à ordures, ils ont déversé par-ci et par-là. Ils ont cassé nos points de regroupement normalisés. Le matériel de manière générale. Oui, donc, mais comment le Sénégal peut-il émerger avec l'indiscipline notre caractérisée? Le Sénégal n'émergera jamais tant qu'on est en train de fouler aux pieds la législation. Donc je pense qu'il est de la responsabilité de tout un chacun. Pour que la SONAGED puisse atteindre ses objectifs, il faut l'accompagner, puisque pour nous, la SONAGED, c'est presque un bébé. C'est presque un bébé. Je pense qu'avec l'arrivée de M. Khalifa Ababacar Sarr, qui était à l'UCG, c'est quelqu'un qui connaît le secteur. Donc, nous avons cette chance-là d'avoir quelqu'un qui était dans le secteur, aujourd'hui qui est au devant de la scène. Et il n'a pas le droit d'échouer. Il a le droit aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que Khalifa fasse plus que Maskia. C'est que Khalifa fasse plus que Abouba. Est-ce qu'il a décliné une feuille de route? Effectivement, lors de la passation de service, effectivement, il a décliné quelques éléments pour au moins maintenir le flambeau et faire plus que son prédécesseur. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques? Déjà, par rapport à la gestion du capital humain. D'ailleurs, lors de la fête du 1er mai, nous avions déposé une plateforme revendicative de 18 points avec les 7 syndicats. Et il devait y avoir, on devait mettre en place un comité de suivi par rapport à ces points de revendication. Mais malheureusement, avec cette instabilité, les changements, il n'y a pas encore en tout cas cette rencontre-là pour voir à court, moyen, long terme comment faire maintenant en tout cas pour régler la situation des travailleurs. Sur le plan des infrastructures, il a décliné sa feuille de route, puisque déjà, dans le cadre des centres intégrés de valorisation des déchets, c'est des infrastructures actuellement qui voient le jour au niveau de certaines régions. Surtout avec le financement il y a eu un financement de 206 milliards, surtout avec la décharge de Mobos, avec le Promojet. Donc il y a une synergie, un mouvement d'ensemble qui doit permettre en tout cas la SONAGED et le Promojet
en tout cas de mieux véhiculer leur programme, surtout avec le programme excellent qu'avait lancé Mastiam. Donc ce programme-là, je pense que... Est-ce que ce programme-là se déroule jusqu'à présent? Si, parce que c'est un programme qui devait se dérouler de 2023 à 2028. C'est un programme de 5 ans. Okay. Donc il fallait faire la recherche de financement, et la mise en place des infrastructures, et aussi décliner le programme qui puisse permettre en tout cas d'atteindre nos objectifs. Et je pense que Khalifa, quand il est venu, effectivement, c'est cette vision-là futuriste qu'il a, mais il ne peut pas le faire sans moyens. Tout à fait. Il ne peut pas le faire sans l'accompagnement de l'État, sans aussi les partenaires sociaux qui doivent venir en appui à la SONAGED pour qu'on puisse réussir la mission. Donc je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs sont déterminés, en tout cas pour non seulement l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs, mais aussi permettre à la SONAGED d'être la société aujourd'hui la mieux vue au Sénégal, puisqu'à l'image des grandes sociétés de la place, aujourd'hui c'est cette société-là que nous voudrons. C'est cette société-là aujourd'hui qui soit aujourd'hui au devant de la scène pour non seulement permettre aux populations d'avoir un meilleur cadre de vie, d'avoir des infrastructures qui répondent aux normes environnementales, mais surtout aussi d'avoir une vision futuriste par rapport maintenant à une meilleure gestion des déchets. Alors, Sénégal, Setal Sunu Réew, lancé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a 2 éditions passées. La 3e édition est prévue pour les 3 et 4 août. Sera consacrée à la thématique de la reforestation. Mais avant la 3e édition, quel bilan peut-on tirer de ces 2 éditions précédentes, de ces 2 premières éditions? Bon, en tout cas, nous saluons l'initiative du président de la République d'avoir en tout cas initié cette activité mensuelle pour un changement de comportement responsable à tous les niveaux. Bon, le bilan il est mitigé puisque lors de la première rencontre, donc, nous avons vu que ce que nous voulions en tant que travailleurs, il fallait mettre les moyens à la disposition des agents. Okay. Bon, et aussi, l'alerte, c'est aussi toujours le folklore. Toujours le folklore. Il faut que les gens arrêtent la politisation. Il faut que les gens, aujourd'hui, se retroussent les manches et qu'ils travaillent. C'est pas pour rien que le président, lors de la campagne, il avait son balai. Tout à fait. C'est un balai symbolique, mais c'est un balai qui veut tout dire. Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir aussi c'est mieux. Tout à fait. Aujourd'hui, d'abord, il nous faut... Est-ce qu'on ne doit pas travailler dans ce sens-là? L'homme sénégalais aujourd'hui... Parce que les Sénégalais salissent beaucoup. Hein. Mais c'est un problème de comportement. Ouais. Moi, je le disais Est-ce qu'on ne doit pas, en contrepartie, travailler dans ce sens-là? Ouais. Sensibilisation, voilà. Surtout au niveau de la base. C'est une question de citoyenneté. Moi, je pense que l'absence de civisme souvent est à l'origine de tous ces problèmes-là. Certaines populations ne connaissent rien de la gestion de notre cadre de vie. Donc le cadre de vie, il est dégradé, il est agressé chaque jour que Dieu fait. Donc je pense que le changement de comportement, c'est à tous les niveaux. Et je le disais, si on amenait la société la plus performante du monde, les bailleurs de fonds les plus nantis du monde, le schéma d'organisation le plus fiable du monde et que les comportements ne changent pas, ce travail sera toujours voué à l'échec. Tout à fait. Le changement de comportement, il est fondamental, il est capital pour l'atteinte de nos objectifs. Mais est-ce que aussi l'État sanctionne? Parce que les autres États, s'ils parviennent à réussir ce que nous n'avons pas pu réussir, c'est parce qu'on sanctionne les fautifs, les gens qui jettent n'importe comment. Mais nous avons l'impression que nous avons un État qui a peur, un État qui recule, un État qui ne respecte pas les lois qui sont votées, qui sont en vigueur au Sénégal. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait le code de l'hygiène, qu'il y ait le code de l'environnement, qu'il y ait le code des collectivités territoriales, qu'il y ait le code qui interdit les sachets plastiques et que la ville soit toujours sale. On a l'impression que ceux qui votent les lois sont ceux-là même qui les transgressent. Puisqu'il y a trop de politique dans tout ce qu'ils font, c'est des calculs.
Regardez le problème des marchands ambulants. Ouais. Ils ont peur même de les déguerpir. Eux, ils occupent anarchiquement la voie publique. On va revenir sur l'encombrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, nettoyer c'est bien, mais l'encombrement, si les routes sont occupées, si les véhicules ne peuvent pas passer, si les ordures ne sont pas enlevées, que les marchands tabliers et les marchands et les commerçants sont là sans aucune politique, mais ça pose problème. Moi, je pense qu'il faut trouver des voies et moyens qui vont permettre, en tout cas, de créer ce cadre de concertation avec ces marchands tabliers, ces marchands ambulants, pour que ces sites dédiés, qu'on puisse, en tout cas, les octroyer. Il ne s'agit pas de construire des marchés sans pour autant que les gens aillent là-bas. Regardez, il y a beaucoup de marchés qui ne sont pas occupés. Les gens préfèrent aller squatter au niveau de certaines grandes artères. Et ça pose problème. Donc je pense que nous, à ce niveau-là, l'État a du pain sur la planche. Je pense qu'il faut toujours continuer à sensibiliser, puisque la répétition est pédagogique. Il va falloir que ces nouvelles autorités aussi prennent leur courage à deux mains. C'est-à-dire qu'ils puissent sévir. Si vous avez utilisé la carotte, une fois ça ne marche pas, mais il faut utiliser le bâton. Les Sénégalais, quand ils mettent la main à la poche, ils vont se sentir impliqués. Mais s'il y a un laisser-aller, si les gens font du n'importe quoi, mais je pense que ce sont les travailleurs qui vont en pâtir. Parce que l'encombrement à Dakar, qui encourage la saleté, alors on déguerpit, et quelques jours, ils reviennent, ceux qui ont été déguerpis reviennent. Est-ce que le gouvernement ne doit pas redoubler d'efforts sur ce plan-là, en prenant, comme disait Machiavel, n'est-ce pas, utiliser la carotte, vous donnez aux populations la carotte. Alors maintenant, s'ils ne savent pas que vous leur avez donné la carotte, alors vous utilisez le bâton. Et le bâton, c'est la sanction. Seule la sanction peut amener à de meilleurs sentiments pour qu'on puisse régler ce problème définitivement. Vous confirmez ça, n'est-ce pas? Mais je confirme parce que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Ouais. Je pense que si des mesures sont prises, je pense qu'avant tout, il faut des stratégies bien réfléchies avant de déguerpir. Mais il ne faut pas déguerpir pour déguerpir. Tout à fait. Mais il faut des solutions de sortie de crise. Je pense que ces marchands ambulants, ces marchands tabliers, c'est des Sénégalais. C'est des jeunes qui se sont battus, qui se sont décomplexés, qui font tout, qui ont quitté souvent les régions les plus reculées du Sénégal. Ils viennent à Dakar pour au moins gagner leur vie. Je pense que l'État doit les accompagner. Les autorités doivent accompagner ces jeunes-là en les organisant de telle sorte que pour éviter tous ces problèmes-là. Mais s'il n'y a pas d'avertissement, s'il n'y a pas de suivi ni rien, vous les déguerpissez, mais demain ils vont revenir encore, ils vont encore occuper les lieux. Je peux prendre l'exemple du stade Léopold Sédar Senghor, là où j'habite. Mais nous, c'est ça qui nous fait mal. Voilà. Vous avez vu combien de millions ont été engloutis là-bas? Les mécaniciens maintenant. Le ministre Abdou Karim Fofana avait. Mais quand il a démarré, mais tout le monde a applaudi. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si vous revenez là-bas, on a l'impression que rien n'a été fait. Et ça encourage l'insécurité et tout ce qui l'entoure. Même la gestion de notre cadre de vie. Par exemple, moi je ne peux pas concevoir. Par exemple, à la veille de chaque fête de Tabaski, c'est des forailles à n'en plus finir partout. Même nos lieux qui étaient bien gérés, nos jardins publics, mais souvent, mais ces lieux sont dégradés. Ils sont dégradés, tout à fait. Sont dégradés. C'est parce que, aujourd'hui, moi, je pense que si l'État était bien organisé, je pense qu'on devait avoir, par exemple, des sites dédiés pour la vente de ces moutons-là. Et ça, c'est important. Parce qu'ils salissent après. Hein. Mais ils laissent tout sur le passage. Ouais. Ils laissent tout. Moi, je prends l'exemple du terminus de Liberté 5. Regardez le terminus, comment il est. C'est inadmissible pour un Sénégal émergent. Le Sénégal n'émergera jamais avec une certaine indiscipline notoire caractérisée. Je pense qu'il va falloir que les autorités prennent les taureaux par les cornes. Que les collectivités territoriales aussi jouent le jeu. Parce que nous, on a l'impression que certaines collectivités sont là, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Nous, nos agents, par exemple, si je prends l'exemple de la SONAGED, nos agents, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés. Dans chaque commune, il y a un budget du nettoiement, il y a des agents du nettoiement. Eux, ils ont des agents.
Ils n'accèdent pas à l'intérieur. Ils n'accèdent pas. Si vous le faites, on dit que vous faites de la collecte privée. Okay. Donc ce sont ces agents municipaux qui doivent sortir les ordures et les mettre au niveau des grandes artères. Donc les agents de la Sonaged travaillent au niveau des ruelles, des rues, des grandes artères et tout. Artères. Aujourd'hui, les sites de forte production, si on le fait, c'est parce que nous venons en appoint. Normalement, il devait y avoir à chaque veille de fête, au moins qu'il y ait, par exemple, des réunions de chantier, qu'on puisse évaluer ce qu'on doit avoir sur le plan financier, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan humain. Tout à fait. Pour qu'il y ait un schéma nous permettant en tout cas de réussir la mission. Mais cette année-ci, nous avons eu d'énormes difficultés pour atteindre notre vitesse de croisière. Puisque non seulement les concessionnaires, ils avaient menacé la veille de la Tabaski, c'est après qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments, mais le jour J, nous n'avons pas eu le matériel qu'il faut. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à la gestion des marchés. Ces communes-là, elles ne font que récupérer des taxes. C'est des foires qui sont organisées par-ci et par-là, c'est des millions. Et ces millions-là, nous, on ne les voit pas. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui trinquent. Je pense que pour les années à venir, il faut très tôt préparer la chose. Il faut très tôt que la Sonaged sache à quoi s'en tenir. Mais on ne peut pas exposer nos agents souvent dans des conditions misérables, dans des conditions exécrables. Demain, ils ne vont plus venir, ils vont rester chez eux. Tout à fait. Puisque au moment où les gens sont en train de fêter, mais eux, ils sont dans les ordures. Tout à fait. Moi, j'ai presque 72 heures. Nous avons mis en place le dispositif APA, avant, pendant et après. Le lendemain de la Tabaski, j'étais sur le terrain. Mais nous avons eu d'énormes difficultés avec les charretiers. C'est parce qu'il y a eu un déficit de collecte au niveau des quartiers. Raison pour laquelle ils ont presque déversé la boucle de Dakar. Ils ont tout bousillé. Et je pense qu'il est de la responsabilité des autorités, en tout cas, de prendre leurs responsabilités pour que les agents ne soient pas exposés. Mais dans ces conditions, il n'y aura jamais un Sénégal zéro déchet. C'est difficile. Alors, on va aborder le dernier point. Le Premier ministre Ousmane Sonko était à Saint-Louis où il a présidé la deuxième édition de la journée de citoyenneté, Setal Sunu Réew, en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Alors, il demande aux populations à pérenniser ces activités citoyennes. Un véritable problème. La pérennisation. Mais les gens viennent en un seul jour. Vous savez, le Premier ministre, lui, il a la chance d'être un homme public, d'être un personnage qui est aimé de tous. Mais il y a souvent ce qu'on appelle le revers de la médaille. Mon papa, il disait que le meilleur, c'est celui qui n'est pas encore venu. Donc, si vous êtes au devant de la scène, tout à fait, malgré votre aura, les gens sont pressés. Et effectivement, les Sénégalais sont pressés, les Sénégalais sont fatigués. Je pense que le Premier ministre, il a l'obligation, en tout cas avec son gouvernement, de mettre en place une politique à tous les niveaux, une politique qui permettra en tout cas de résorber les manquements qu'il y a eu. Malgré que peut-être que ce n'est pas avec un bâton magique qu'ils vont tout transcender. Je pense qu'ils ont en tout cas... Et ils viennent toujours ils viennent d'arriver. Tout juste de démarrer. Déjà, avec les 100 jours, mais les gens jusqu'à présent, ils attendent. Donc ils disent que non, ce n'est pas le Setal qui règle les choses. Je pense que eux, à leur niveau, ils doivent assainir en tout cas tous les secteurs. Ils doivent assainir tous les secteurs, que ce soit au niveau des finances. Toute personne qui a eu à gérer doit rendre compte. Oui, le Sénégal va mal. Mais en tout cas, je pense que moi, mon souhait, c'est qu'il réussisse. Mon souhait, c'est que le gouvernement de Diomaye réussisse. Nous, c'est ça que nous voulons. On ne voudra jamais, puisque ils ont tellement capitalisé de l'espoir des Sénégalais, des Sénégalais surtout. Comment ils ont été portés au pouvoir? Regardez, c'est parce que les Sénégalais, à l'unisson, ont demandé radicalement un changement. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de décevoir les Sénégalais. Tout à fait. Surtout le président Diomaye et Sonko. Et je pense qu'à leur niveau, je pense qu'ils doivent en tout cas continuer à dialoguer et d'être auprès des populations. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire, je pense que si en tout cas les populations adhèrent à leur politique,
beaucoup de choses vont changer. Surtout nous dans notre secteur. Je pense que ce que le premier... Parce que déjà, nous, ce qui nous a fait le plus, nous étions fiers quand on a vu Sonko arborer la tenue de la SONAGED. Mais c'était un signal fort. Tout à fait. Il a lancé un signal pour montrer qu'il n'y a pas de sot métier, mais il y a de sots hommes. Et même le président de la République, durant la première édition, est descendu sur le terrain. Mais effectivement, voilà. Donc le président aussi, vous voyez, ils sont jeunes, ils sont auprès des populations. Ils veulent que le Sénégal change radicalement. Et je pense qu'il faut l'accompagnement des populations. Il faut que les gens adhèrent à leur... Malgré que, effectivement, que tout le monde ne peut pas dire oui, il y aura toujours une opposition qui sera là. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront jamais que le président réussisse. Or que, mais ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Tout Sénégalais aujourd'hui doit demander à ce que ce gouvernement puisse changer radicalement le visage du Sénégal. Nous, c'est ça que nous souhaitons. Et nous pensons que le président Ousmane Sonko, le premier ministre Ousmane Sonko, le président Diomaye et l'ensemble de son gouvernement, en tout cas, mettront les moyens qu'il faut à la disposition non seulement des travailleurs, dans toute forme de société. Ils doivent accompagner les travailleurs parce que les travailleurs sont fatigués. Tout à fait. Les populations aussi attendent beaucoup, surtout avec le panier de la ménagère. Donc je pense que malgré qu'il y a eu quelques prix qui ont été diminués, mais ils demandent encore, surtout par rapport à la location. C'est insuffisant par rapport à... Mais quand même, il y a un adage qui dit qu'un tien vaut mieux deux tu l'auras. Il y a des changements. Et je pense que aujourd'hui, ils doivent s'attaquer surtout par rapport à la cherté du loyer. La cherté du loyer. Le loyer est trop cher. Donc ils disent que la vie est chère au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent nous aider pour que les Sénégalais puissent accéder au logement. Que les travailleurs aussi puissent se nourrir de leur job. Donc je pense que nous, en tant que syndicat, il est de notre devoir, en tout cas, de tendre la main aux autorités, surtout dans notre secteur. Puisque si aussi nous contestons aussi au même titre que les autres, mais il suffit de rester une journée sans ramasser les ordures, c'est plus de 3400 tonnes, je dis à Dakar seulement. L'année, c'est presque 1 million de tonnes qui sont collectées, sans compter les régions. Donc si nous faisons le cumul, c'est presque 1,5 million à 1,7 million tonnes d'ordures. Mais où vont ces collectes-là Par exemple, à Dakar, nous avons une décharge qui s'appelle la décharge de Mbeubeus. Tout récemment, avec le Promojet, cette décharge devait être réhabilitée pour au moins qu'elle puisse respecter les normes environnementales. Donc, aujourd'hui, regardez le système de ramassage. Mais est-ce qu'il y a recyclage des déchets? On va vers ça. On va vers déjà avec les centres intégrés de valorisation des déchets. Donc on va vers ça parce qu'il y a des usines de recyclage actuellement qui sont en train de voir le jour. Et je pense que déjà au niveau de la décharge... Est-ce qu'on peut exploiter les déchets à d'autres fins? Mais effectivement. Et d'ailleurs le ministre Bala Moussa Fofana, dès qu'il a pris fonction, la première sortie c'est au niveau de la décharge de Mbeubeus. Tout le monde a vu, il a fait son show là-bas. Tout à fait. Donc il a tiré des boulets rouges, il a dit que lui, il n'est pas content. Puisque l'ancien régime avait pris des mesures par rapport à la décharge de Mbeubeus. Abdou Karim Fofana disait que Mbeubeus est dans une zone poreuse. Mbeubeus va être clôturé. Ils vont interdire le travail des enfants à l'intérieur de la décharge. Ils vont interdire que les pneus là que les gens allument, puisque déjà les populations riveraines comme Malika, Kermassar, Yeumbeul, Boune, c'est des populations qui sont exposées. Ils ne respirent pas l'air pur. Et disent que même la nappe phréatique est atteinte. Tout à fait. Donc nos agents qui sont là-bas, les récupérateurs, je les salue au passage avec le président Arouna Niasse. Nous avons aussi des agents de la SONAGED qui sont au niveau de la plateforme, qui sont au niveau du pont bascule et aussi à l'intérieur des plateformes pour permettre en tout cas aux camions de mieux gérer. Mais il suffit aujourd'hui il suffit que Mbeubeus ait des problèmes, mais c'est des conséquences. Quand un maillon de la chaîne se casse, mais c'est des répercussions à n'en plus finir. Tout à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faut des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Il nous faut des centres intégrés de valorisation des déchets. Aujourd'hui, dans le cadre de l'économie circulaire des déchets, aujourd'hui, mais ce recyclage-là, mais c'est indéniable, c'est indéniable. Tout à fait. On ne peut pas faire le système type Touri, non. C'est révolu. Tout à fait. C'est révolu. Donc je pense que, comme disait l'adage, les ordures, c'est de l'or dur, c'est une richesse qu'il faudra valoriser. En tout cas,
pour nous permettre en tout cas d'avoir de la plus-value par rapport au travail que nous faisons chaque jour. Tout à fait. Alors, nous sommes à terme de notre émission. Votre dernier mot, M. Si? Moi, je voudrais faire un cri de cœur. Je voudrais lancer un appel au président de la République, M. Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, par rapport à la situation des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Moi, je suis un rescapé de Ama Sénégal. Okay. Tout récemment, ils ont fait une marche avec le collectif Ama Sénégal SIA Sotrac pour le paiement de leur reliquat. Le président de la République avait, l'ancien régime avait décaissé presque 13 milliards. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir la couleur de l'argent. Jusqu'à présent, c'est des centaines et des centaines de camarades qui sont décédés. Des familles se sont disloquées, des enfants qui ne partent plus à l'école. Et pourtant, on croyait que c'était réglé depuis... Jusqu'à présent, ça n'a pas été réglé. Et nous pensons que le président, c'est un syndicaliste comme nous. Diomaye, c'est un syndicaliste. Il était syndicaliste. Même Sonko aussi, il était à la tête du syndicat. Donc je pense qu'à leur niveau, ils doivent tout faire vraiment pour diligenter la situation des ex-travailleurs de Ama Sénégal, de la CIAS et de la Sotrac, puisque cette situation n'a que trop duré. L'autre aspect, c'est par rapport à la prise en charge médicale. Nous ne voudrons pas avoir des autorités samba à l'art. Au moment où je vous parle, nous sommes 17 100 et quelques agents. Dans le cadre de la prise en charge médicale des agents de la SONAGED, nous avons une mutuelle de santé qui est là, qui existe depuis 2009. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, nous avait offert une ambulance en 2011. Malheureusement, depuis 4 ans, l'ambulance est en panne. On ne peut pas admettre que nous sommes dans un secteur à haute intensité de main-d'œuvre et qu'on ne peut même pas avoir une ambulance pour les travailleurs. On ne peut pas avoir même un corbillard pour les travailleurs. C'est une hérésie. Donc je pense aussi, par rapport aux équipements de protection individuelle aussi, une mission des moyens. C'est des moyens humains, c'est des moyens financiers, c'est des moyens qui nous permettent en tout cas de réussir la mission. Sans cela, ce travail sera toujours voué à l'échec. En tout cas, moi, j'en appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun pour qu'on ait un changement de comportement responsable à tous les niveaux pour avoir un Sénégal zéro déchet. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Madani Ardo Sadiosi, qui est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, affilié à la Confédération des syndicats autonomes, la CSA, et contrôleur général de l'exploitation technique, CEGEX, SONAGES. Bon, M. Madani, vraiment, on vous remercie. Merci d'être venu. Et vraiment, le débat a été très enrichissant. Nous remercions nos chers auditeurs qui nous suivent sur la 98.7. Nous remercions également, vous voulez parler de quelque chose? Donc je voudrais faire un coucou à mon grand frère, M. Salif Faye. Ok. Et notre grand Marseillais, okay. Le grand Guy Sepen. le grand Salif Faye. Voilà, le grand Salif Faye. Nous saluons et remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Vraiment un coach irréprochable. Alors, il fait tout pour que, donne des orientations pour que l'émission se passe dans d'excellentes conditions. Nous remercions le rédacteur en chef également, Moussa Nian, et tout le personnel de Océan FM. À dimanche prochain pour un autre invité.